Thank you.
façon de penser. J'ai retenu du poème que chacun de nous est un Dieu. C'est exactement ça qui est à la base, le fait de prendre conscience que nous représentons un univers, chacun de nous est une infinité de pensées, d'émotions, de réflexions. C'est une construction monumentale qui fait partie des autres, parce que chacun de nous c'est un univers qui est lié aux autres. Maintenant, mon but aujourd'hui était de vous surprendre. Alors, il y a beaucoup de surprises possibles, mais par laquelle commencer? Disons, commençons par la matière. La matière. Est-ce que vous croyez que la matière existe réellement? Quelle est la réalité? Parce que le supraréalisme est réalité, vous avez vu déjà. Je ne sais pas si tu as donné les petits flyers. Bon, donc, le supraréalisme est réalité, sens et espace intérieur conscient. Alors, réalité, la science est très loin de la réalité. La matière, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est le vide. Et tout ce que vous croyez solide ne représente que des vibrations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'univers, la matière dans l'univers, elle n'existe pas non plus. Il n'y a que 5, maximum 10% de la matière qui est observable dans l'univers. L'autre matière n'existe pas. Elle est introuvable. Donc, où est placée la matière invisible? Et c'est la majorité, parce que ça fait plus de 90% de la matière qui n'existe pas. Pourquoi les scientifiques disent qu'elle existe, qu'il faut qu'elle existe? C'est parce que la structure de l'univers est telle que si la matière était uniquement celle qui était visible, tous les astres auraient été éparpillés, partis et disparus. Pour que l'univers reste intact, comme on le voit, il lui faut 90% de matière. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques? Ben oui, elle est invisible, donc elle est noire. Noire. Mais c'est quoi noire? Elle est où? Elle n'est pas identifiée. Il faut aussi une énergie. 90% encore d'énergie, mais la matière est d'énergie. Et alors, les scientifiques disent, ah mais on ne la trouve pas, mais c'est l'énergie noire. Mais est-ce que c'est une réponse scientifiquement correcte? La science, en principe, doit s'appuyer sur les observations. Bon, alors, donc, la matière est noire, on ne sait pas où elle est. À chaque instant, il y a des particules de matière parallèlement créées avec des particules d'antimatière. Si elles se rencontrent, elles s'annulent.
Alors, ici, partout, il n'y a que la matière. Mais où est l'antimatière? Silence. Personne ne sait rien. Bon, c'est pas encore scientifique. Bon, alors, le Big Bang, à partir de rien, hop, il y a l'explosion et tout l'univers est créé à partir de rien. Et comme ils ne savent pas ce que c'est et comment ça a été fait, c'est une singularité. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Ce n'est pas encore scientifique. Après, allons plus loin. Dans les débuts du dernier siècle, il y avait déjà des découvertes qui étaient mystérieuses, étaient incroyables. Par exemple, on cherche une particule ici, si on arrive à la déterminer ici, on perd son moment, on perd son mouvement. Et où l'observateur veut la chercher, il la trouve. Et se trouve là parce que lui, il la cherche. Donc, il influence, il lui dit, je vais te chercher, tu dois être là. Ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas scientifiquement explicable. Depuis les années 60, on sait que deux particules corrélées communiquent entre elles instantanément plus vite que la vitesse de la lumière, alors que la vitesse de la lumière, c'est une constante de la physique fondamentale. C'est une constante, c'est une loi. Par exemple, on veut étudier un photon. On le diffuse de deux côtés dans deux directions différentes. On essaie d'observer un, l'autre disparaît. Ils se sont donné la parole, l'autre disparaît. Mais instantanément, entre Genève et Bellevue, ils ont fait une expérience. Ils ont envoyé par un cristal excité par une source de laser, deux photons sur deux fibres optiques dans deux directions différentes, à 7 km, de l'autre côté 3 km, c'est-à-dire de très grande distance. Ces deux photons ont rencontré un miroir semi-opaque et ils devaient réagir d'une façon aléatoire, puisque l'arrivée de chaque photon n'est pas du même angle que l'autre. Soit l'un ricoche, soit il continue sur la fibre optique, et l'autre c'est pareil. Non, les deux, à plusieurs kilomètres de distance, se sont donné la parole d'un seul coup, sans aucun temps qui s'écoule pour se dire, pour s'envoyer la parole, parce que même quand on parle au téléphone, c'est quand même, il faut du temps.
la lumière met aussi un certain temps pour voyager dans le vide. Donc, ensemble, ils ont réagi exactement de la même façon. Alors, Heisenberg, dans les années 20 ou 30, ne savait pas comment expliquer ça et comment le transcrire, parce que les scientifiques ont besoin de symboles alignés sur du papier pour faire du calcul et des équations. Bon. Il a commencé à calculer des probabilités. Mais les probabilités n'ont pas donné la réponse, parce qu'il faut du calcul infini pour arriver à la conclusion qu'on ne peut jamais savoir, avoir toutes les données d'une particule. Et qu'on la trouve quand l'observation se fait, donc le conscient de l'observateur joue sur la particule. Eh bien, même aujourd'hui, on calcule des probabilités. Alors qu'une seule chose est à savoir, que toutes les particules se trouvent à la même place, au même instant. Comment ça? C'est tout simple. Où toutes les particules de notre univers se trouvent, c'est un endroit aspatial et intemporel. C'est-à-dire, c'est où il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Notre univers se développe dans le temps et dans l'espace. Mais à cet endroit-là, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Et quel est cet endroit? Le mur de la lumière. Voilà l'explication. Toutes les particules se trouvent sur ce mur de la lumière, et pour cette raison, elles communiquent instantanément, plus vite que la lumière, parce que la lumière, elle est relative à elle-même, c'est-à-dire, elle voyage dans notre univers, dans le vide, elle voyage à 300 000 km par seconde à peu près, dans l'univers, dans l'eau, dans tout ce qui est solide, elle voyage moins vite, c'est-à-dire elle est arrêtée par les structures baryoniques. Les baryons sont les constituants de la matière, donc elle voyage moins vite, mais dans le vide, elle voyage, elle a une vitesse bien déterminée qui est une des constantes de la physique fondamentale. Maintenant, quand elle arrive au niveau du mur de la lumière, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus et elle est partout à la fois. Elle est partout à la fois. Pour elle, ni le temps ni l'espace n'existent plus. Et lorsque les photons, qui sont des particules de lumière, traversent le mur de la lumière, de l'autre côté du mur de la lumière, ils deviennent des tachyons. Alors, ce n'est pas nouveau. Dans les années 60, Crawford a décelé, ou a eu la vision, parce que les grands scientifiques sont aussi visionnaires, comme les peintres,
a eu la vision de ces particules de lumière qui peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et il les a appelés les tachyons. Donc, c'est quelque chose de logique. Plus tard, Feinberg a parlé du mur de la lumière. Le mur de la lumière était venu au moment quand il y avait le mur du son. Vous savez un petit peu ce que c'est, le mur du son. Quand un avion perce, d'abord il accumule les énergies devant et les obstacles de l'air comprimé devant lui, et au moment de percer, ça fait une explosion. Bon. Peut-être qu'il était impressionné par cet événement, parce qu'à l'époque c'était un événement, et il a eu la vision, comme nous les peintres visionnaires, il a eu la vision du mur de la lumière. Mais ça, ce sont des grands scientifiques. Ce ne sont pas comme nous, rigolos les peintres. Ce sont des scientifiques. Donc, le mur de la lumière est né déjà. Mais il était encore vu comme un phénomène physique et pas comme le pivot, comme le centre de l'univers. Après, il y avait le professeur Dutheil qui a entrepris une théorie de la relativité super lumineuse pour faire un pendant, un équilibre avec la relativité d'Einstein. Ça n'a pas abouti loin, mais quand même il y avait déjà un intérêt qui était dirigé vers ce monde qu'on ne peut pas voir, pourquoi on ne peut pas le voir? Les photons sont des particules de lumière et vibrations. Alors, si on voit la lumière, c'est parce que ces photons voyagent à cette vitesse-là, qui est la constante de la physique fondamentale. Mais lorsque les photons arrivent au mur de la lumière, ils s'arrêtent, ne bougent plus, eh bien, ça fait une barrière. Et au-delà, ils vont plus vite. Donc, ils ne viennent pas vers nous, on ne peut pas les voir. Et où ils s'arrêtent, ça fait une barrière. Eh bien, c'est la barrière que les scientifiques voient tout autour de nous, notre Terre, là, qui est là, et tout autour de nous, il y a une barrière de la même distance de tous les côtés. À peu près, d'abord ils ont dit 15 milliards d'années-lumière, après c'est 13, après c'est 13 et demi. Bref, cette barrière, elle est exactement à la même distance autour de nous. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques? Puisqu'ils ne savent pas ce que c'est, ils disent, ah mais ça c'est le Big Bang. Et ce qu'on voit, le rayonnement qu'on voit, eh bien c'est le rayonnement du Big Bang. Et il est de partout. Mais c'est quoi le rayonnement? En fait, ce n'est rien que 3 degrés au-dessus
du zéro absolu, le zéro absolu qui est de 273 degrés à peu près en dessous. Et 3 degrés de plus par rapport à 270. 270, c'est 273, le rayonnement cosmologique. Eh bien, ils disent, c'est ça le Big Bang. Mais comment c'est possible? Nous, on est au milieu du monde. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous croyez que la Terre se trouve au milieu du monde? Et l'expansion envoie tous les astres vers le Big Bang. C'est complètement fou, c'est pas possible. Non. Le mur impénétrable est le mur de la lumière. Ce mur qu'on voit tout autour, c'est le mur de la lumière. Mais pourquoi on est au centre? C'est parce que l'univers est courbe. L'univers est ça. Pardon, si je peux supposer ça. Peut-être pas supposer ça. Vous montrez ce que c'est l'univers. L'univers, c'est un ruban de Mobius. Vous voyez? Il est comme ça c'est le ruban, mais il tourne, voilà. Il fait une boucle. Où finit l'infiniment grand, commence l'infiniment petit. Et l'espace est une illusion qui nous est propre à nous dans notre univers. L'espace et le temps n'existent pas sur le mur de la lumière. Et pour vous surprendre encore plus, je vous dirai, les scientifiques disent il y a multi-univers. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile que toutes les conditions soient réunies pour que notre univers existe, que c'est un peu comme le loto, quelqu'un qui tire le grand lot. Et donc il y en a plein, mais il n'y a que nous. C'est pas vrai? Il n'y a que 3 univers. Il n'y en a pas infiniment d'univers. Il n'y a que 3. Notre univers spatio-temporel, l'univers du milieu qui est le mur de la lumière, et la lumière où se trouve toute antimatière et où sont stockées les informations. Cet univers se replie à l'intérieur de nos dimensions spatiales, tandis que notre univers d'expansion, l'anti-univers est en contraction permanente, où sont stockées les informations. Maintenant, tout ça pour vous dire à quel point la conscience est importante. Parce que c'est justement le mur de la lumière qui est tissé par la courbe de l'existence et animé par l'énergie essentielle. Notre conscience est là. L'âme ne peut pas mourir. L'âme ne peut pas disparaître. Notre corps est éphémère, c'est notre demeure. Mais tout ce que nous avons au fond de nous-mêmes, tout ce que nous avons comme émotion, pensée,
réflexion, tout ça est éternel. Et ça, je vous le promets, je suis visionnaire. Je ne peux pas vous promettre que vous allez au paradis. Je suis contre toute religion. On ne sait pas exactement ce qui se passe après la mort physique, mais Dieu, c'est le mur de la lumière qui est aspatial, n'a pas d'espace, mais intemporel aussi. Et là, c'est la conscience absolue qui se manifeste en chacun de nous. Elle se manifeste et elle se multiplie, elle se crée elle-même en nous. Donc chacun de nous fait partie de l'autre. Et ça, c'est la conscience de la lumière, la transconscience. Prendre conscience que chacun de nous fait partie de l'autre et que notre essence, notre psyché est éternelle. Voilà. Je voulais faire un plan pour ne pas vous faire découvrir mes idées d'une façon décousue, mais c'est très difficile parce que tout est emboîté. C'est-à-dire que si je parle d'une chose, je ne peux pas ne pas parler de l'autre parce que c'est comme des poupées russes. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez retenu quelque chose de ma conférence? L'unité entre nous et l'univers. Voilà. Voilà. Et dites-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu, même des directions où je peux construire une autre conférence. Vers quelle idée je peux développer un autre sujet plus intéressant, ou je ne sais pas. Chaque fois, j'essaie de vous parler différemment. Par exemple, là, la dernière fois, vous vous souvenez, cette fois-ci, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais je suis obligée quand même de faire connaître l'essentiel, c'est-à-dire le mur de la lumière. J'attends vos... Le mur de la lumière, c'est comme un écran sur lequel notre conscience se projette. En fait. C'est notre conscience. Il est à nous. C'est quand... pourquoi on est au centre, je n'ai pas fini ça, pourquoi on est au centre de l'univers? C'est parce que on se déplace et l'horizon se déplace. C'est comme si on était sur une planète remplie d'eau, de l'océan. Si on avance avec un bateau, eh bien l'horizon va plus loin toujours. Si on va à 15 milliards d'années de lumière plus loin, on aura toujours l'horizon autour de nous, parce qu'il avance avec nous. Donc, le pilier du mur de la lumière, il est partout, mais il est en nous, il est dans notre tête, dans nos mains, dans tout, dans les vêtements, partout. C'est comme le rebord d'une bulle. Nous-mêmes, on est chacun un univers. Et le rebord de la bulle, c'est la conscience. La conscience se tourne autour. La conscience est invisible. On ne peut jamais la regarder sous un microscope. Donc, elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle.
c'est la conscience absolue qui vibre, toutes ces vibrations, qui vibre en nous. Elle est saupoudrée partout, en fait. Partout. Toutes ces vibrations. Et ça vibre en nous. Ces vibrations sont éternelles. Et ces vibrations sont comme posées dans la matière noire, en fait. Non, elles sont pas posées, elles sont partout. Ça vient partout. C'est partout. C'est en nous. C'est dans la table, c'est partout. C'est la constitution du tout, de la matière, de l'antimatière, de l'espace, Toutes les vibrations. Toutes les vibrations. Tout. Seulement, nos vibrations sont conscientes. C'est-à-dire que dans le domaine de la conscience, il y a comme des paliers. Et il y a des paliers plus bas, plus haut. Et l'homme est au sommet des paliers de la conscience. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est une projection très humaine de croire que nous sommes les hauts du panier en pensant que peut-être on n'est pas les seuls êtres vivants dans cet univers si vaste. Donc il y a des races qui sont plus anciennes que nous, certainement dans d'autres univers, dans d'autres planètes, et peut-être même dans la nôtre qui a sûrement été visitée, etc. Donc peut-être est-ce qu'on n'a pas une projection très humaine aussi déjà de sentir qu'on est un peu au centre de l'univers? Non, on n'est pas au centre, justement. La Terre se trouve même dans la mesure de notre galaxie. Sur la galaxie, quelque part à l'extérieur. Mais elle n'est même pas au centre de la galaxie. Non, pas du tout. On n'est pas au centre du monde. Non, pas du tout. Et il y a d'autres mondes intelligents et conscients. Et pour eux aussi, ils pensent que cette barrière de lumière, c'est une barrière de conscience aussi. Tu crois aussi qu'ils sont cette... Peut-être qu'ils savent mieux que nous, parce que... J'imagine. Ben oui, parce que les pensées qui sont des vibrations se transmettent par l'inconscient et le conscient collectif. Et qu'est-ce que c'est le conscient collectif? Ce sont des vibrations en interaction qui augmentent, plus sont accordées, plus augmentent par interférence. Et tout ça, on appelle ça dans la magie égrégore. Égrégore. Alors, ça veut dire que nos pensées qui s'accumulent, mais moi j'ai l'explication scientifique, qui s'accumulent par interférence, peuvent être propagées sans limite, pas seulement sur Terre, mais dans l'univers. Et la preuve, c'est que beaucoup de découvertes ont été faites au même moment dans des endroits complètement éloignés et opposés sur la Terre. Un peu comme l'exemple que tu nous donnais tout à l'heure des deux particules qui réagissent au même moment. Voilà. Alors, voilà le supraréalisme. Le supraréalisme prend compte avant tout la réalité, l'observation. Le calcul, c'est après. D'abord, il faut regarder, observer et réfléchir. Donc, dans l'art, première qualité, c'est la réalité. La réalité. Deuxième qualité, qui est le sens. Pourquoi le sens? Parce que nous sommes justement habités par la conscience absolue. Donc il y a un sens. Et troisième, espace intérieur conscient. Cet espace intérieur, prendre conscience, conscientiser, c'est un nouveau mot, tu vois, tout ce que nous voyons autour de nous
et savoir que chacun fait partie de l'autre. Et ça peut arranger plein de problèmes sur Terre. On ne peut pas avoir 10 milliards d'égocentristes sur Terre et que tout le monde soit satisfait. C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de preneurs, tout le monde veut prendre, c'est le cri de tableau. Comme ça, tout le monde veut, et très peu de donneurs. Alors, ça ne va pas. Il y aura des problèmes. Il peut y avoir même une guerre mondiale, il peut y avoir une grande partie de la population sur Terre qui disparaîtra, ce qui est dommage. Mais nous pouvons changer, parce que notre époque est une époque de bonheur absolu. Bonheur pour une simple raison, sans compter les autres, une simple raison de pouvoir communiquer. Il y a les autoroutes de la communication. On peut communiquer. On peut s'aimer à distance, même si on ne s'est jamais rencontré. Ce sont des vibrations psychiques, c'est notre psyché. La psyché est personnelle, la conscience est personnelle, l'inconscient est collectif. Donc j'ai mis en équation la psyché et l'esprit, la conscience et l'inconscient. Mais là, ça c'est une histoire pour une autre fois.